Bonjour, Franck Muller à Lyon. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 mai. Lyon, qui est actuellement le théâtre d'une grosse manifestation Gilets jaunes. Voilà. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires, de très 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 gentils et élogieux commentaires. Je ne demandais pas tant, mais bon, je les prends, c'est toujours plaisir, ça change des insultes. Bien, nous allons venir tout de suite au premier sujet qui va faire polémique pendant quelques semaines, je pense. Nous avons la surprise, hors délai, donc à quoi sert le code électoral, d'avoir une 34e liste pour les européennes. Et c'est une liste émanant de la communauté islamique. Donc, ne doit-on pas s'inquiéter quand même qu'un parti qui fait la promotion de la finance islamique, qui veut revenir sur la loi du voile à l'école, ce même parti compte se présenter donc aux élections européennes, ce qui fait que notre France, qui est déjà si divisée, va se retrouver en plus avec un problème supplémentaire. Il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il n'est pas gilet rouge ou gilet jaune, mais on va rajouter encore la religion et le mode de vie dans les élections. Des millions de femmes à travers le monde se battent au péril de leur vie, sont fouettées, sont tuées parce qu'elles souhaitent se libérer de la prison du voile islamique. Et Emmanuel Macron, qui n'est pas, pardonnez-moi l'expression, à une connerie près, vient d'autoriser une liste qui a été déposée hors délai pour une histoire de signature. Et ces mêmes colistiers souhaitent imposer au Parlement européen des députés en hijab. Et les mêmes avaient demandé il y a quelques années l'autorisation du port du voile islamique dans les écoles françaises pour les jeunes enfants. Quand même, porter un foulard, quelque part, c'est porter un projet politique qui n'a rien à faire en France. Car les femmes ne seraient que des tentatrices et les hommes des prédateurs sexuels. Donc il faut absolument cloisonner, les séparer. Quand je pense que les femmes radicalisées qui souhaitent porter le voile en public nous demandent donc la tolérance en France pour avoir le droit de porter cet attribut vestimentaire. Et on pourrait leur dire, mais dans les pays de l'islam, qu'en est-il de la tolérance avec les juifs, les chrétiens, les yézidis, etc., etc. J'ouvre une toute petite parenthèse. Il y a 2 jours, je prends l'ascenseur et je tombe donc sur une personne issue de l'immigration, un barbu, comme on les appelle, donc avec le costume traditionnel. Je prends l'ascenseur, bonjour, poli, hein, moi je suis toujours poli avec toutes les personnes, et il ouvre son smartphone. Et vous savez, généralement, souvent, beaucoup de personnes ont la photo de leur femme, de leurs enfants, etc., au fond d'écran. Il ouvre devant moi, il fait glisser, il ouvre, et je vois la photo de sa gamine, une gamine de 4 ans, toute couverte, en noir, complètement voilée. Donc, quelque part, dans son esprit, sa fille de 4 ans serait-elle une tentatrice sexuelle qui pourrait, tenter, le tenter et l'enlever à ses chastes prières envers son prophète? Non mais attendez. Vous voyez de plus en plus de gamines qui sont voilées, 6, 7 ans, qui se baladent et tout dans certains quartiers. Non, je regrette, la loi n'est pas du tout appliquée, c'est pas normal. Non, non, ici on est en France, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans un débat, il n'y a pas à couvrir des enfants. Les enfants ne sont pas des objets sexuels. Voilà. Bon, passons à autre chose. On aura l'occasion d'y revenir parce que je vous ai dit que je ferai quelque chose sur l'islam, donc j'essaierai d'expliquer un peu la mentalité, la façon dont ça se passe. Bon, moi j'ai quand même l'impression d'une chose. On ne traite jamais les causes des problèmes. Et ensuite, on s'essouffle à courir pour trouver des solutions, pour essayer de colmater, de rattraper des nuisances, des conséquences qui sont dues à l'incompétence de certains.
ceux-là même qui sont à la tête de notre État et qui n'ont jamais pris les bonnes décisions. Depuis plus de 30 ans, on a donné de plus en plus de compétences, de pouvoir. On s'est rempli de bureaucrates. On a donné beaucoup d'argent pour cette Europe, cette fameuse commission de Bruxelles, composée de gens non élus, évidemment. Où est le résultat? Y a-t-il vraiment eu un projet durant ces 30 dernières années pour lutter contre les Chinois, les Américains? Non, rien de neuf. Le seul projet, c'était Galiléo, l'histoire du GPS européen, pour concurrencer donc le GPS américain. Sinon, rien. Donc, tous ces gens qui veulent faire une liste européenne, notamment Macron, ils veulent une Europe forte pour peser dans le monde. Mais en fin de compte, notre Europe, elle est faible, et puis elle est tellement obèse de normes, de bureaucratie, de corruption. Quand on paye 11 milliards de plus de cotisations que l'argent qu'on reçoit, donc des cotisations excédentaires, comment dire, pour avoir quoi? Tout cet argent que l'on envoie à Bruxelles, pour avoir plus de délocalisation, plus de travailleurs détachés, plus d'immigration massive, et bien évidemment, pour finir, plus de pauvreté et de chômage. Je pense qu'il y a un moment où il faut changer de façon de faire. Ils ont fait la preuve d'une certaine incompétence. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je vous disais que je parle de corruption pour la bonne raison qu'il y a des milliers de lobbies qui décident de nos lois. Il y a des centaines de multinationales qui agissent pour avoir un moins-disant fiscal et social. À 28, ça ne marche pas. Il faut simplement muscler l'Europe sur de grands projets, le cancer, le numérique, l'aérospatial, mais chaque pays doit pouvoir avoir le contrôle de ses lois et du budget. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, on ne peut pas expulser un terroriste algérien, il est logé à l'hôtel depuis plus de 10 ans, pour la bonne raison que si jamais on l'expulse en Algérie, il risque d'être condamné, d'avoir une situation beaucoup plus difficile qu'en France, et peut-être même d'être condamné à mort. On n'a pas le droit de s'en défaire. La Cour européenne des droits de l'homme nous l'impose. Donc, je veux dire, vous avez une personne dangereuse pour la France et vous ne pouvez pas l'expulser. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, il faut absolument un vote contestataire contre Macron, contre les écolos, les socialistes, tous ceux qui depuis des années nous ont laissés envahir par la misère, toute la misère du tiers-monde qui vient s'échouer en France. D'ailleurs, on la voit s'installer à chaque feu rouge, à chaque coin de notre rue. Donc, il faut voter pour un projet d'une Europe non fédérale, actuellement elle est totalitaire, qui laissera chaque nation libre de gérer ne serait-ce que son budget, déjà. Son budget, sa justice, etc. Enfin bon. Je viens à la campagne électorale, et là, en fin de compte, enfin, le programme européen du parti d'Emmanuel Macron. Ça vient de sortir, seulement 20 jours avant le vote. Donc ça en dit long quand même sur leur incapacité à se renouveler. Alors, tout est sur l'écologie. Bon. C'est peut-être là qu'ils essaient de grignoter des voix, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en avoir beaucoup. Mais enfin, c'est pas crédible. Et alors, j'ai eu la surprise de voir la photo d'un tract qui est distribué. Alors, les personnes, vous distribuez un tract. Ça s'est passé avec un ami un dimanche sur le marché de Vénissieux, en banlieue lyonnaise. Et elle vous donne le tract. Alors, c'est un tract bleu marqué Renaissance européenne. Et en tout petit, c'est marqué En Marche. Ils ont honte de leur nom. En Marche, Agir, et puis le Modem, etc. Mais tout petit. Et la personne nous dit c'est des informations pour les élections. Elle ne vous dit même pas qu'elle est militante d'En Marche. Tellement ils ont honte, ils ont peur de se faire lyncher. Je reviens à Madame Loiseau, qui a sorti des bêtises encore en parlant d'un blitzkrieg positif pour relancer sa campagne. Alors déjà qu'on s'est aperçu qu'elle était sur une liste soi-disant d'extrême droite, bon, peu importe. Elle avait fait une bande dessinée accusée de banaliser l'homophobie.
Après, elle a utilisé des termes de Romanichel, et donc, maintenant, encore une nouvelle une polémique plutôt. Et cette dame au mémorial de Caen, donc où il y a plein de soldats décédés à cause du nazisme, elle nous parle qu'il faut un blitzkrieg pour remporter le scrutin, mais un blitzkrieg positif. Donc elle veut une guerre éclair. Osez dire ça à Caen, ville sinistrée par les bombardements et par la guerre. Alors, mais elle a quand même dit, ouais, on est là pour proposer et pas pour bombarder. Enfin, je m'aperçois que En Marche propose très très vite et beaucoup de choses avant les élections. Et après, qu'est-ce qu'il nous réserve sur les nouvelles lois sur les retraites? C'est la suppression de la reversion pour les veuves. On aura les augmentations. Déjà les augmentations de carburant, on les a. L'augmentation des matières premières, notamment 6% sur les DEF, j'y reviendrai. Enfin bon, je vais prendre un ton humoristique, je dirais que les sondages de Madame Loiseau volent relativement bas, mais ça évolue, hein, ils sont de moins en moins catastrophiques. Ils sont passés de désastreux à préoccupants. C'est ce qu'on appelle avoir une positive attitude, et bientôt ils vont passer de préoccupants à inquiétants. Il reste encore 15 jours de campagne, elle peut s'améliorer. D'ailleurs, on ne l'appelle plus Nathalie Loiseau, hein, on l'appelle Nathalie l'Autruche, parce que, en fin de compte, c'est le seul oiseau qui ne décolle pas, hein, nous sommes d'accord. D'ailleurs, quand vous la voyez, quand vous l'entendez parler, vous avez déjà envie de quitter l'Europe. Hein. Donc, ils ont très très bien choisi leur tête de liste. Enfin, on va parler d'un autre parti, les LR. Alors, M. Bellamy, il a réussi un petit peu à remonter. Hein. Ça me pose un cas, mais quelqu'un qui vous dit préférez Juncker, l'ivrogne qui est à la tête de la Commission européenne, le préféré à Orban, qui lui protège les Hongrois, il protège son peuple, c'est quand même la moindre des choses dans un premier temps. Non. Non, M. Bellamy préfère donc Juncker et tout le PPE qui gouverne depuis des années avec les socialistes. D'ailleurs, j'ai appris dans la journée une grande députée française, Madame Grossetête, qui est LR depuis des années et qui est parlementaire européen depuis 25 ans, vice-présidente du PPE, du parti donc européen de M. Juncker, donc ça veut dire la collusion, hein, LR, PPE, et ben, elle a dit qu'elle ne voterait pas LR après avoir profité des Républicains pendant des années, mais qu'elle votera En Marche parce qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec M. Wauquiez. Mais peu importe, ça vous montre que c'est très très poreux entre LR et LREM. Hein. Il y en a déjà un bon tiers qui ont basculé, comme les ministres l'économie, des finances, etc., etc. Mais bon, pour moi, l'important, ce sont les actes, pas les paroles. Monsieur Bellamy peut vous raconter tout ce qu'il veut lors des débats, mais il représente quand même un parti qui a voté tous les traités. Donc les députés qui seront élus avec monsieur Bellamy vont siéger au PPE, c'est-à-dire un parti fédéraliste qui a gouverné pendant 5 ans avec les socialistes. Alors, se revendiquer du gaullisme, non, on ne peut pas se dire gaulliste et laisser un parti voter tous les traités qui ont construit cette mauvaise Europe. Le numéro 3, je crois, M. Danjean, qui est eurodéputé depuis 2009, est 3e, vous voyez, sur la liste. Il a voté les crédits de préadhésion de la Turquie. Il a voté le pacte de Marrakech en 2018, voté l'impôt européen, voté le CETA. Donc, pour bien faire, je me souviens bien, ils ont voté les crédits pour les pays, la Turquie et tous les pays du bas de l'Europe. Ça s'est passé le 4 février 2019. Mais à part ça, ils vous disent qu'ils ne sont pas pour l'élargissement de l'Europe. Alors, ils votent des crédits, 14 milliards d'euros, et ils vous disent le contraire, mais bon, les actes, voilà. Enfin, la réalité, toujours des promesses en contradiction avec la réalité des votes. Et on ose vous parler d'immigration, etc., mais quelque part, ils font exactement le contraire, parce qu'ils ont voté les quotas d'immigration, ils ont voté des tas de choses. Donc, j'ai l'impression que, encore une fois,
ils vont nous trahir comme avec Sarkozy en 2005. Voilà. D'ailleurs, regardez bien, enfin, j'en ai déjà parlé, mais tout est fait pour résumer la vie politique à un duel Macron-Le Pen. Quelque part, Madame Le Pen, c'est l'assurance vie de monsieur Macron. Tant qu'elle sera là, il sera toujours réélu par des gens qui ne veulent pas entendre parler Le Pen, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Donc, comment dire? Donc, ça fait les affaires d'Emmanuel Macron, notre grand chef, hein. Je l'appelle le grand chef Jupiter péteux, architecte en chef de Notre-Dame. Hein. Et d'ailleurs, posez-vous les questions quand même. Je comprends. Bon, déjà, vous êtes déçus si vous êtes sympathisant LR, parce que je vous ai dit, mais moi, je me base d'après les résultats. Bon, les intentions, c'est bien beau, mais quand on voit ce qui a été voté, mettez-vous à ma place. Bon, maintenant, je vais me fâcher un petit peu avec les sympathisants Rassemblement National. Je n'ai aucune haine contre vous, hein, soyez-en rassurés. Mais qu'ont fait les députés du Rassemblement National pendant les 5 dernières années. Parfois, par 2-3 discours qu'on a pu se repasser sur Internet, rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'ils sont relativement isolés et ils n'auront pas l'occasion de constituer un très très gros groupe. Et j'y reviendrai, je vous expliquerai peut-être la semaine prochaine le développement. Vous pouvez être très fort en France, mais très faible au Parlement. Donc il faut avoir beaucoup d'alliés et eux ne l'ont pas. Ils ont peut-être encore Salvini, mais Salvini est en passe de rejoindre éventuellement les Polonais, les Hongrois vont se rallier aussi. Vous voyez, il va y avoir un gros groupe d'euro réalistes, entre guillemets. Et le Front National est plus avec ce qu'on appelle des europhobes, vraiment des gens qui sont là vraiment pour tout détruire. Et ils sont 5 ou 6 pays. Et ça ne suffit pas pour peser. Mais je vous en reparlerai, je ne vais pas trop non plus vous noyer là-dessus. Hein. Mais voilà, c'est une constatation. Hein. Bon, il y en a des gens, ils veulent voter, mais ça arrange Macron. Comme ça, on dit, regardez, c'est ou moi, Macron, grand chef, ou alors les fascistes, les extrémistes, et bon, voter pour Macron. Enfin, bon, vous avez compris. Hein. Je vais maintenant, bon, on laisse la politique, j'y reviendrai. Hein. Je voudrais quand même dire que je voudrais expliquer quelque chose. Il y a quand même une grosse souffrance sociale. Hein. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait beaucoup de comptes qui étaient découverts déjà le 15 du mois. Il y avait des millions et des millions de comptes. C'est très très inquiétant. Il faut savoir quand même que, sans être trop technique, les États n'ont plus le droit d'emprunter à taux zéro auprès de la Banque centrale européenne. Donc, ils doivent emprunter sur le marché financier auprès de banques privées, entre guillemets. Il faut savoir aussi que les banques privées, les banques dans lesquelles nous avons nos comptes, n'ont plus que 3% de fonds propres. Elles sont très, très, très fragilisées. Il faut savoir qu'au siècle dernier, une banque avait 50% de fonds propres. Donc, par rapport à l'argent qui était dehors, ils avaient quand même 50% garanti. Donc, nous apercevons que vous avez un endettement maximum de tous les États. Alors, pourquoi toute cette dette? C'est à cause de la loi du 3 janvier 1973, la fameuse loi Giscard-Pompidou. Il faut savoir que depuis cette date, et c'est une dette que nous avons remboursée, 1047 milliards d'intérêts. Sans cette loi, tout notre système social était pérennisé. Mais à cause de ces dérives financières importantes et dangereuses, tout s'est déséquilibré. Il faut savoir que, je vais vous citer quelques pays, vous allez tout de suite comprendre. En 10 ans, la dette du Portugal est passée de 68 à 125%. La dette de l'Espagne est passée de 36 à 98%. La dette de l'Italie, attention, de 99 à 131%. La dette de la France est passée de 65 à 99%. La Grèce est passée de 103 à 176%. Quant à Chypre, c'est passé de 54 à 96. On a pratiquement, surtout beaucoup de pays européens,
on a pratiquement en 10 ans doublé l'endettement. Donc c'est un truc, on va aller jusqu'où comme ça? Tout ça pour le profit de certains grands capitals, un grand capital financier. Donc voilà ce qui se passe quand on perd le contrôle de son système financier. Donc en fin de compte, on prend le contrôle d'un pays grâce à la dette. On le tient. Pas besoin de lui faire la guerre, hein. On le sert par les finances. On a affaire à une crise européenne. Il faut savoir que l'Allemagne contrôle l'euro et fait pression sur les pays les plus faibles. Et cela entraîne une baisse des salaires. Pourquoi? Ça paupérise toute la population européenne. Parce que les pays sont coincés. Ils ne peuvent plus dévaluer leur monnaie nationale. Ils n'en ont plus. Donc, si on veut jouer sur une marge de manœuvre, on est obligé de dévaluer les salaires, de les baisser, d'abaisser le coût du social, de supprimer une certaine partie du social pour rattraper un coût de main-d'œuvre, un coût de fabrication, parce qu'on ne peut pas jouer sur la monnaie. Avant, on pouvait dévaluer le franc, par exemple. Du coup, les produits manufacturés français se retrouvaient bien placés sur le marché international. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, l'Allemagne, quelque part, nous tient, nous a prêté de l'argent, on lui a acheté des produits manufacturés, notamment des voitures, et au fur et à mesure, elle se paye sur la bête. Regardez en Grèce, nous l'avons vu. Il viendra le tour de l'Italie, peut-être bientôt la France. Donc c'est à nous un petit peu de reprendre en main notre pays. Réfléchissez une chose quand même. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Macron nous disait que c'était lui le responsable et qu'il fallait venir le chercher. Macron gouverne pour les siens, ceux qui l'ont financé, ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, pas pour le petit peuple, nous sommes d'accord. Donc, puisque le monde entier nous croyait morts, grâce au mouvement des Gilets jaunes, malheureusement, ça a posé des problèmes de vandalisme, pour les commerces, etc. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, on a montré que la France, quand même, avait un petit peu ce côté révolutionnaire, qu'on était encore vivant, qu'il y avait une flamme de résistance française, entre guillemets. Elle est en train de s'éteindre, elle s'est un petit peu ravivée. C'est à nous, donc, en tant que Gaulois réfractaires, reprenons le terme, réfractaires au nouvel ordre mondial, de montrer que nous sommes encore là, et ça se passera le 26 mai. Donc, il faudra être au rendez-vous. Je voudrais revenir sur deux choses. Bien entendu, c'est après les élections que vous aurez droit à une hausse EDF de 5,9% du tarif réglementé. Effectivement, hein, le grand débat, on a bien écouté les citoyens français qui se plaignaient de leur baisse du pouvoir d'achat. Et en conclusion du grand débat, on vous met 6% dans les dents. Cette hausse est injustifiée. Elle est destinée à subventionner les prix des gros revendeurs, les prix d'achat des gros revendeurs qui sont concurrents d'EDF. C'est pour qu'ils puissent mieux gagner leur vie. Mais tout ça a été fait par Bruxelles qui voulait qu'il y ait plusieurs fournisseurs. Il faut savoir que nous avons quand même 40% de taxes et avec une TVA sur la taxe dans le prix de votre EDF. D'après les projections, d'ici 2020, la facture électrique pourrait augmenter encore de 50%. Quant au carburant, vous l'avez vu, il est revenu au-dessus du niveau de novembre 2018. Donc, très très compliqué. Je rappelle quand même qu'à l'époque du grand débat, on nous avait dit, en mars, il me semble, que Macron allait faire des avances de forte magnitude. Je me souviens du terme. On nous a dit que la croissance était de retour. Oui. Il y a la croissance des taxes, la croissance du capital des milliardaires, hein, mais nous, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Ce n'est pas pour 200 ou 300 euros qu'on nous alloue avec les mesures de Macron. Tout ce qu'on va vous reprendre de notre côté, parce que quand on va vous reculer l'âge de la retraite, ou qu'on va vous mettre des pénalités si vous la prenez trop tôt, quand on va piquer la reversion aux veuves, prendre la reversion des retraites, non, c'est
on vous donne d'un côté, puis on vous reprend de l'autre côté, hein, d'accord? Donc ils veulent nous enterrer. Alors moi j'estime que nous sommes des graines. Plus vous nous enterrez, plus nous croîtrons. Donc je compte sur vous. Je compte énormément sur vous pour vous mobiliser pour le 26 mai. Une autre nouvelle complètement aberrante. J'ai encore le temps, 25 minutes, oui. Je viens d'apprendre que, journellement, il y avait 82 wagons de chemin de fer qui emmenaient les fruits et légumes de Perpignan à Rungis. On veut les supprimer et les remplacer par 50 camions par jour, ce qui représente à peu près 25 000 camions à l'année, pour charrier 400 000 tonnes de fruits et légumes, toujours sur l'année. Donc, c'est une décision très logique et très sociale. Tout est fait pour l'environnement et l'écologie, on est bien d'accord. Hein. Franchement, un président qui met dans son programme européen, qui ose vous parler d'écologie, sous le prétexte de l'écologie, il taxe nos biodiesels, mais là, pour les camions, qui vont être en majeure partie conduits par des travailleurs détachés, eh ben, il n'y a pas de problème, hein, ils roulent pourtant au gazole, hein, les camions. Mais non, on va supprimer le train qui va être quand même beaucoup plus écologique pour le remplacer par des tas de camions. Et qu'il me reste encore 2-3 minutes, je vais vous lire une chose qui s'est passée. Vous allez comprendre le fond de... Ça, j'ai vu ça, c'est un article qui est sorti par Dupont-Aignan. Ça s'est passé le 11 avril 2019, c'est il y a un mois exactement. Le Premier ministre chinois et son homologue croate ont lancé la construction de la pile principale d'un pont à Pelješac en Croatie. Sachez qu'en juin 2017, la Commission européenne avait alloué 357 millions d'euros pour ce projet. On payait 85% du coût total. On leur filait sur environ 420 millions d'euros par an. Ce financement ne tombe pas du ciel, il provient de la contribution nette des nations européennes, au deuxième rang desquelles figure la France. En 9 ans, on en est à 70 milliards de notre poche. Hein. Donc on pourrait penser que cet argent qui vient de l'Union européenne soit au moins utilisé pour des contrats qui seraient donnés à des entreprises européennes. Eh bien non, il y a un an, on a annoncé la victoire d'un consortium chinois dirigé par la China Road and Bridge Corporation concernant l'appel d'offres. Il y avait un constructeur autrichien sur les rangs, il était 20% plus cher, mais en fin de compte, il y a du dumping, hein, dumping commercial, et voilà. Donc, c'est Libération qui en parle d'ailleurs, le 25 mars 2019, les ingénieurs et les ouvriers sont chinois, et je devine que leurs conditions de travail seront nettement plus précaires que celles qu'auraient eu à supporter des travailleurs européens. Donc, c'est le sens un petit peu de mes prises de position, de ces vidéos, un petit peu pour vous éclairer. Comment l'Union européenne, qui finance des projets avec l'argent des nations, avec notre argent de nos impôts, et personne ne se préoccupe des appels d'offres. Et en fin de compte, on a toujours des gens qui viennent, on va dire, le tiers-monde, enfin la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne protège pas les entreprises européennes. Hein. Si vous allez aux États-Unis, il y a des marchés qui sont réservés aux entreprises américaines. Buy America, acheter américain. Et nous, comme des cruches, on fait venir tout le monde fait ce qu'il veut. En plus, allez voir peut-être la solidité derrière, si les normes sont vraiment respectées. Non mais attendez, notre argent part pour aider nos concurrents. Non, je ne comprends pas. Alors là, je suis déçu, hein, parce que, vous savez, la belle présidente qui était à côté de Macron pendant la Coupe du Monde, c'était Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de la Croatie. Une belle femme, hein, qui paraissait sympa. Hein. Alors on lui donne de l'argent de l'Union européenne et puis elle fait travailler les Chinois. Non mais attendez. Et puis alors, toute la bande là-haut, Juncker et compagnie, toute la petite clique qui se partage des postes de commissaires européens, elle ne peut pas faire en sorte qu'il y ait un règlement intérieur pour que les projets financés par l'Union européenne soient assurés, traités, et que les marchés soient loués aux entreprises européennes. Au moins, on nous parle à longueur de journée d'Europe, et en fin de compte, on ouvre la porte. Alors on ouvre la porte et les fenêtres, hein, à toutes les entreprises qui viennent d'ailleurs. Bon, alors moi je comprends pas parce que
M. Wauquiez, M. Macron nous parlent de protectionnisme européen, mais ils nous en parlent au moment de se faire élire, hein, mais dans les faits, vous voyez, voilà, une preuve concrète. Hein. Donc, alors nous qui sommes donc des malpensants, parce qu'on ose s'élever contre la construction européenne telle que nous la vivons, eh ben, eux, ce sont des mondialistes, pardon, qui bradent sans honte nos marchés à nos concurrents chinois. Donc, il faut absolument développer un protectionnisme et favoriser l'emploi et le produire en Europe. C'est la moindre des choses. Enfin, conserver un gros pourcentage des contrats doivent échoir à des entreprises produisant sur le sol européen. C'est la seule façon, si vous voulez, d'essayer de conserver un petit peu de fabrication en France et en Europe, quand même. Comment voulez-vous vous battre contre des concurrents asiatiques, quoi? Il faut rétablir des règles commerciales équitables. Ah, d'ailleurs, j'y pense, je vais vous mettre, je reviens, je vous avais parlé du CETA, qui faisait rentrer, je crois, 42 produits interdits, hein, qui nous empoisonnent. Je vais vous mettre en lien une petite vidéo, faite par Debout la France d'ailleurs, je suis tombé tout à fait par hasard il y a 2 jours, mais ça confirme tout ce que je vous ai dit à ma précédente vidéo. Macron s'était engagé à faire une commission concernant le CETA, une commission indépendante, pour savoir si c'était viable, si c'était pas nuisible à la France. La commission indépendante a dit non, c'est pas bien, il y a tas de produits étrangers qui vont venir, c'est pas bien, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron? Faut-il croire qu'il avait des intérêts particuliers? Je ne sais pas, mais il fait faire une commission. Cette commission lui dit son avis, et lui, il prend l'avis exactement contraire, et il décide du CETA, donc libre circulation des biens, avec le Canada. Et donc, comme je vous disais la dernière fois, vous allez le voir dans cette vidéo, je vous assure, en 2 minutes, vous allez vite comprendre. Ça sera beaucoup plus simple qu'avec ce que je peux vous dire. On rentre des tas de produits sur lesquels on a pulvérisé 42 produits. Hein. Il y a des OGM, il y a des pesticides, etc. Nos agriculteurs n'ont pas le droit de les utiliser. On vend donc des produits moins chers qui viennent du Canada, qu'on paye le transport, et ils sont encore moins chers que ce qu'on produit en France, d'accord? Et ça vous empoisonne. Voilà. Donc je vous invite je vous mets le lien, d'accord? Et puis voilà. Donc je vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée. J'espère que ça vous intéresse tout autant. Alors il y a des sujets qui sont un petit peu plus ardus. Hein. Je suis pas là pour vociférer, pour dire ouais, il y a qu'un machin truc. Hein. Bon, j'essaye d'être relativement juste et sociable. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que vous m'appréciez. Et voilà. Donc écoutez, on fait comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère que du côté des manifestations, ça va bien se passer. J'avais les infos. C'est bizarre. Enfin, on est peut-être un peu menacé par des attentats. Mais bon, il y a des choses, je vous en parlerai. Il faut que je retrouve mon document, mais